Thomas Piketty, donc, vous êtes économiste, directeur études à l'École des hautes études en sciences sociales, fervent défenseur de la taxe Zucman. On en parle beaucoup en ce moment dans le débat, cette taxe proposée par Gabriel Zucman, un de vos anciens élèves, qui consiste, on le rappelle, donc à instaurer un taux minimum d'imposition de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Cette proposition, elle est au cœur du débat politique, on l'a encore vu aujourd'hui. La gauche la réclame, faute de quoi elle menace de censurer le gouvernement. La droite et le patronat sont vent debout. Chaque jour, le débat s'électrise un peu plus. Bernard Arnault vous accuse de vouloir mettre à terre l'économie française. La droite, le patronat assure que vous allez faire fuir les grandes fortunes. Et vous répliquez. Alors, vous avez déclaré à Bloomberg, ceux qui ne paient pas ou qui chercheraient à s'exiler, il faut geler leurs avoirs, il faut les arrêter même à l'aéroport. Est-ce que vous ne craignez pas de rajouter un peu d'huile sur le feu à ce débat déjà électrique? Attendez, je dis juste, les personnes vont payer les impôts qu'ils doivent, il n'y a aucun souci. Je dis juste, pour ceux qui seraient tentés de ne pas payer, ils seront comme tous les Français. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous décidez de ne pas payer vos impôts, oui, vous pouvez avoir des gels d'avoirs, des gels de liquidité. Enfin, vous voyez, cette idée qu'on peut soi-même fixer le montant de ses impôts, mais en fait uniquement pour les milliardaires, alors que les autres, de toute façon, accepteront toujours de payer ce qu'on leur fait payer, c'est faux. Donc, à un moment, effectivement, vous avez des saisies de biens. Si tous les biens ont été placés à l'étranger et qu'effectivement, vous arrivez à l'aéroport, sans doute, on va vous demander de vous mettre en conformité avec la loi. Mais écoutez, là, essayons d'un peu de calmer le débat et de regarder les choses calmement. Les 500 plus grandes fortunes françaises ont progressé de 500% entre 2010 et 2025. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les magazines qui suivent les fortunes françaises le disent. Progression de 500%. C'est-à-dire, elles sont passées de 200 milliards d'euros en 2010. Ces personnes n'étaient pas pauvres en 2010. Et elles sont à 1200 milliards aujourd'hui, plus 500%. Donc, une taxe minimale de 2% par an sur ces personnes, ça veut dire qu'il faudrait un siècle pour revenir au niveau de 2010, à supposer que ces personnes n'aient aucun revenu dans l'intervalle pendant un siècle. Donc, vous voyez que c'est vraiment une contribution, mais minimaliste. Enfin, si on regarde objectivement les choses. Dire qu'une contribution aussi minimaliste, enfin, vous vous rendez compte quand même, Nathalie Saint-Cricq, ce que ça veut dire? Il faudrait un siècle pour revenir. Non, mais je vous regarde parce que je vous ai en face de moi. Et donc, je vous dis... Non, mais je vous dis parce que je pense que c'est une question à un moment, il faut qu'on est obligé quand même de regarder les chiffres. Il faudrait un siècle de cette contribution minimale pour revenir au point de départ de 2010, qui n'est pas un état de pauvreté pour les grandes fortunes françaises. Donc, et en supposant qu'il n'y a aucun revenu dans l'intervalle. Donc, si vous voulez, on perd un peu parfois tout sens commun dans cette discussion. C'est-à-dire si on n'est même pas capable de se mettre d'accord là-dessus, qui est vraiment un minimum absolu. Et vous savez, il faudra aller beaucoup plus loin, parce que la situation d'endettement public qui est aujourd'hui en France. Il faut bien se rendre compte. Moi, je travaille d'abord comme chercheur en histoire économique et j'essaye toujours de remettre les choses en perspective historique. C'est la 4e fois que la France, dans son histoire, atteint ce niveau d'endettement public. C'est arrivé au moment de la Révolution française, c'est arrivé après chacune des 2 guerres mondiales. Alors on peut dire, à chaque fois on s'en est sorti, c'est vrai, mais à chaque fois, ça a été des crises politiques considérables. Et à chaque fois, il a fallu mettre à contribution des patrimoines privés. C'est-à-dire l'idée qu'une dette publique de ce niveau-là peut être vaincue simplement par des mesures classiques où on gèle un peu les dépenses, on augmente un peu les impôts sur tout le monde, mais il faudrait 50 ans ou 100 ans d'excédent budgétaire de 1 ou 2 points de PIB pour réduire une dette publique comme ça. Donc, historiquement, je sais que c'est désagréable comme idée, mais historiquement, il y a toujours eu une mise à contribution des patrimoines privés. Et soit vous le faites de façon transparente, démocratique, soit vous le faites de façon très sournoise, ça peut être par l'inflation, qui est un impôt sur les patrimoines des plus hauts. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire tous ceux aujourd'hui là qui prennent la défense des milliardaires à qui on demande 2% de contribution par an n'ont rien dit quand on avait 10% d'inflation à cause de dépenses non financées. Et 10% d'inflation, ça veut dire que sur tous les Français qui avaient 50 000 euros sur un livret d'épargne ou 10 000 euros sur un livret d'épargne ou 100 000 euros sur un livret d'épargne, ont payé un impôt sur leur patrimoine de 10%. Et là personne s'en offusque. Quand vous avez une taxe foncière qui augmente chaque année sur des personnes qui possèdent un appartement de 200 000, 300 000 euros, parfois avec un emprunt quasiment du même montant, et donc en fait où ils sont pas riches, ils ont un patrimoine net qui est minuscule, ils vont rembourser des intérêts d'emprunt équivalents à un loyer pendant des années. Et ces personnes paient aujourd'hui une taxe foncière, je veux le dire, qui va être du même montant que quelqu'un qui aurait le même appartement de 300 000 euros et 3 millions d'euros de patrimoine financier. C'est un système invraisemblable. Et c'est d'abord face à cette injustice sur lequel chacun devrait se dresser. Donc moi, quand j'entends les personnes qui n'ont
à la bouche uniquement la défense des vous les entendez de 100 pas, millions d'euros. On peut pas en placer une. Oh, on les entend beaucoup quand même. Hein. Non mais excusez-moi Nathalie Saint-Cric, moi je viens pas souvent sur les plateaux, moins souvent que vous. C'est pas mon métier. Donc voilà, permettez juste que je fasse quelques phrases. Deux choses. La première, la critique principale sur la taxe Zuckman, c'est d'y laisser l'outil de travail. Pour le reste, hypocrisie totale. Et le cornu et les autres. Hypocrisie totale, c'est 90% des plus hauts patrimoines. D'accord, mais tout le patrimoine est utile. Vous savez, une maison, c'est très utile aussi. Enfin, dans ce cas-là, on c'est pas la même chose pour les gens qui ont. Prenez un certain nombre de personnes. Dans ce cas-là, on supprime la taxe foncière. Ça veut dire que tout ce qui est dans par exemple, les start-up ou les entreprises qui peuvent être valorisées par l'avenir, vous considérez que, et M. Zuckman répond d'ailleurs en disant, ils n'ont qu'à donner des actions. Donc ça, c'est pas un problème qu'on laisse l'outil de travail dans l'assiette de cette taxe. C'est juste ça la critique principale qu'on fait. C'est pas sur le fait de faire payer les riches. Mais 90% du patrimoine les plus riches sont des actions dans les entreprises. Donc si vous exonérez 90%, autant dire tout de suite que vous ne pouvez pas les imposer. Que Zuckman ne soit pas européen, c'est-à-dire qu'en gros, on soit tous égaux par rapport à la taxe Zuckman, n'est pas un problème pour vous. Et vous pensez que c'est un fantasme de dire qu'il y a des gens qui vont se partir puisqu'on va les arrêter, leur mettre des menottes à l'aéroport. Mais attendez. Vous caricaturez. Mais je me caricature pas du tout. C'est vous qui faites un livre de philosophie et de morale économique. C'est-à-dire vous franchissez le cap de ce qui est simplement l'économie. Vous savez très bien qu'en disant l'économie politique, les gens, on va les arrêter. C'est comme si on mettait des guillotines. Vous voyez bien pourquoi ça monte en débat. Vous arrêtez plus là. Je m'arrête totalement. Vous commencez sur les menottes, vous arrivez sur la guillotine. Mais je veux vous dire que vous comprenez bien la symbolique. Vous ont pour les défendre. Attendez une seconde. Vous comprenez la symbolique de vos propos. Non, attendez. Visiblement, vous n'avez pas du tout écouté mes propos. Vous avez juste envie. Non, vous dites n'importe quoi. Eh bien, allons-y. Je suis obligé de vous dire. Donc, premièrement, l'immense majorité des contribuables visés, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros, payer 2% d'impôts par an quand ces mêmes patrimoines ont progressé de 7-8% par an de 2010 à 2025. Donc, je dis, il faudrait un siècle d'impôts à 2% pour revenir au niveau de 2010. Donc, l'immense majorité de ces contribuables peuvent acquitter ça sans aucune espèce de difficulté. On parle de cas d'entreprises qui actuellement ont des valorisations boursières extrêmement élevées, qui ne génèrent pas encore de profit. Et qui ne peuvent pas sortir. Alors, c'est une toute petite partie. C'est-à-dire sur les 20 milliards de recettes visées, puisqu'en gros, pour citer les chiffres, les 500 plus grandes fortunes représentent à peu près 1000 milliards, 1200 milliards. Elles étaient à 200 milliards il y a 15 ans, là elles sont à 1200 milliards. 2% de 1000 milliards, 1200 milliards, ça vous fait 20 milliards de recettes. Sur ces 20 milliards de recettes, la fraction qui correspond des entreprises qui ne génèrent aucun profit et qui n'ont pas généré de revenus sur les années est infinitésimale. Mais il faut en parler. Voilà. Alors, il faut en parler. Dans ce cas-là, effectivement, la solution, elle est très simple, c'est de payer en titres. C'est-à-dire il faut vous défaire de 2% de vos titres, alors qu'on pourrait mettre soit dans un fonds souverain. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en faveur d'un fonds souverain. Je rappelle qu'on a des pays comme la Norvège qui ont un fonds souverain avec 300% du PIB en fonds souverain. Et que je sache, c'est très bien géré. Enfin, personne n'y trouve rien à redire. C'est tout à fait une solution. D'ailleurs, au-delà de cette question de fonds souverain, toute cette question, c'est une question d'abord de souveraineté nationale. C'est-à-dire que les entreprises, pour qu'on comprenne bien, ces entreprises céderaient des titres à l'État ? Si vous versez l'impôt en titres, c'est-à-dire si vous possédez 100% de l'entreprise, vous versez 2% de titres. Bon, il vous en reste quand même 80%. Vous avez envie de rester en France dans ces cas-là ou la question a été posée par le MEDEF. Moi, je ne suis pas le représentant du MEDEF, mais je vous la pose. Alors, ce que toutes les études montrent, c'est qu'en pratique, cette mobilité, elle est extrêmement faible. Par ailleurs, si vous voulez partir, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez plus aucun impôt en France. C'est-à-dire que, oui, à partir du moment où vous avez bâti votre fortune en utilisant les infrastructures du pays, parce que vous savez, la richesse, elle est toujours collective. On doit à notre pays. C'est pas le génie individuel qui invente l'ordinateur tout seul. D'abord, c'est des milliers d'ingénieurs, de techniciens qui ont travaillé, qui devraient avoir. Oui, mais c'est toujours très collectif. C'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Soit dit en passant, les représentants des salariés, des ingénieurs, des techniciens ont 50% des droits de vote dans les conseils d'administration en Allemagne depuis un demi-siècle. Ça se passe très bien. Et on ferait mieux de le faire en France. Donc, partager le pouvoir, c'est une très bonne chose. L'autre point, c'est que vous ne pouvez pas, quand vous avez utilisé comme ça les infrastructures d'un pays, dire, voilà, maintenant, je suis parti, j'ai fait ma fortune en utilisant les infrastructures du pays, je ne dois plus rien à la France. Donc, la France est tout à fait légitime pour mettre en place un système où, en fait, vous continuez de payer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon aux États-Unis où on dit, tant que vous avez votre passeport états-unien, vous continuez de payer. Si vous passez votre vie à Dubaï,
Vous passez aux États-Unis. Je pense qu'un meilleur système, je pense qu'on a le droit aussi d'inventer un meilleur système que les États-Unis. Je pense qu'un bien meilleur système, ce serait plutôt de se baser, c'est un critère plus objectif, sur le nombre d'années de résidence que vous avez passé en France. C'est-à-dire concrètement, vous avez passé vos 50 premières années en France. Vous avez bâti votre fortune en utilisant toutes les infrastructures qu'offre la France. Vous choisissez à 50 ans de partir en Suisse ou à Dubaï, et vous avez 51 ans, vous avez passé donc un 51e de votre vie à l'étranger, vous continuez d'être redevable de 51e de l'impôt que doit quelqu'un qui serait resté en France. Et donc, dans ce cas-là, oui, au bout de 20 ans, 30 ans à l'étranger, vous finissez par payer sensiblement moins que quelqu'un qui est resté en France, mais dans les premières années, vous continuez de payer la même chose que vous partiez ou pas. Alors ensuite, vous pouvez décider de partir quand même pour des raisons personnelles qui vous appartiennent. Mais vous voyez, l'impôt que vous devez à la France ne dépend pas de ça. Parce que, à nouveau, quand vous avez des valorisations, là on parle d'entreprises, des valorisations des patrimoines individuels de plus de 100 millions d'euros, personnes qui ont des milliards, ça doit quand même quelque chose aux autres salariés déjà de l'entreprise, qui ont travaillé dur, ça doit à la France qui a mis en place tout un système d'infrastructures. Oui, il faut sortir de cette espèce d'égocentrisme dont Elon Musk est le cas ultime, mais qui parfois, dans l'idéologie actuelle, vous voyez, on réduit la création de richesse comme ça à quelques individus. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la création de richesse. C'est beaucoup plus collectif. Et notre système fiscal, vous voyez, doit refléter ça. À nouveau, si on était dans une situation où les plus grandes fortunes s'abaissaient au cours du temps, moi, le discours que je tiendrais serait complètement différent. Votre discours, c'est qu'il y a un écart entre, aussi bien patrimonial qu'en termes de revenus, de 1 à 5 maximum, en disant que c'est ce qui est supportable. Oui, alors après, on peut avoir une discussion. Si vous pensez qu'il est plutôt à un 20... Je suis pas là pour penser. Mais parce qu'on est tous citoyens. Oui. Nathalie Sinclair, on a tous... Non, mais c'est un débat qui nous concerne tous. Et moi, je prétends pas à la vérité ultime. Vous savez, moi, ma méthode... Vous avez une vision morale de l'économie, c'est pour ça. Ah, mais pas du tout. Alors moi, si vous voulez, si vous vous intéressez à mes travaux, moi, je fais juste un travail historique empirique. C'est-à-dire, mon travail consiste non pas à faire des recherches sur la morale, mais à faire des recherches historiques, c'est-à-dire à comparer entre pays les différents niveaux d'inégalité. Morale, ça veut dire que quand on a été bénéficier des infrastructures, comme vous dites, que ce soit de l'école, des ponts, du système de soins et tout, toute sa vie, on doit à son pays un impôt. Je dis que c'est une vision morale, alors que vous considérez que l'entrepreneuriat doit être moral. Non, mais c'est pas ça. C'est simplement dans une communauté de citoyens, on a tous se poser la question. Il s'agit pas Qu'est-ce qu'on doit à son pays ? On doit tous se poser la question de comment on répartit les impôts. Enfin, c'est comme ça depuis la Révolution française, depuis des siècles dans tous les pays. On n'a rien inventé là. Et simplement, comment on fait pour répondre à la question du bon niveau d'inégalité et de répartition ? C'est pas simple. Et moi, la seule méthode que je propose, c'est de comparer historiquement différents niveaux d'inégalité entre pays, de voir est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des écarts de 1 à 100, de 1 à 200, de 1 à 1000. Peut-être, dans l'absolu, d'un point de vue théorique, tout est possible. Et c'est très pragmatique, moi, ma démarche. Simplement, je constate qu'effectivement, quand on passe d'une société où les écarts sont de 1 à 5 ou de 1 à 10 à une société où les écarts sont de 1 à 100 ou 1 à 200, est-ce qu'on a une croissance formidable pour tout le monde ? Non. C'est-à-dire que concrètement, sur la France, on a donc cette augmentation de 500% des 500 fortunes depuis 15 ans. Mais on a quand même... Est-ce que ça a permis de doper la croissance française de façon exceptionnelle ? Est-ce que les salaires moyens, le revenu moyen ont augmenté de 500% ? Bon, je crois que la réponse est dans la question. Donc les choses seraient très différentes si les deux croissances, celle des plus grandes fortunes et celle de l'économie française, étaient pas forcément exactement égales. Mais je veux dire, ça n'a pas besoin d'être l'égalité complète, mais un peu plus raccord. Vous voyez, c'est vraiment une question très pragmatique. Si on pouvait regarder ensemble les faits, déjà, et sortir de ces considérations très, très théoriques, je pense qu'on arriverait à se mettre d'accord sur cette contribution minimale. Les faits, est-ce qu'on peut le dire aussi, on a quand même, en France, un des systèmes les plus redistributifs au monde ? Ça dépend. Oui, ça dépend ce qu'on regarde. Si vous regardez le très haut de la distribution des fortunes, s'il y a progresse de 500% en 15 ans, vous ne pouvez pas dire qu'elles ont été trop mises à contribution, quand même, si vous voulez, juste par rapport au revenu moyen, patrimoine moyen. Et puis, par ailleurs, on vit dans des sociétés, vous avez raison de le dire, qui, en France et en Europe en général, ont fait d'immenses progrès au cours de l'histoire, grâce notamment à un mouvement historique vers à la fois plus d'égalité et plus de prospérité. Et c'est le sujet qu'on développe dans le livre avec Michael Sandel et que j'ai développé dans un certain nombre d'ouvrages, en particulier ma brève histoire de l'égalité, où je montre qu'effectivement, historiquement, depuis la Révolution française, on observe un mouvement qui va plutôt vers la compression des écarts de revenus, de patrimoine, mais aussi de statut, d'inégalité de genre. Enfin, c'est une évolution beaucoup plus générale que simplement d'un point de vue monétaire, et que cette évolution a permis une marche vers plus de prospérité. Et si on veut continuer ce mouvement, il faut continuer
Il faut continuer dans cette direction. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, les sociétés modernes ont besoin de millions de personnes qui sont très qualifiées. C'est-à-dire, on a besoin, à partir du moment où vous avez 50-60% d'une classe d'âge qui va dans l'enseignement supérieur, et en Corée du Sud, vous êtes déjà à 70%, on ne va pas revenir en arrière, hein, on ne va pas revenir aux années 60, quand Pierre Bourdieu écrivait Les Héritiers, il y avait 2% d'une classe d'âge diplômée du supérieur. Donc oui, il y a eu un immense progrès, mais tant mieux, on ne va pas revenir en arrière, mais encore faut-il mettre des moyens. Et si ces moyens ne sont pas des moyens publics, très bien, ce seront des moyens privés dans l'éducation, dans la santé. Est-ce que ce sera plus efficace ? Regardons les systèmes de santé privés, les systèmes d'éducation privés dans le monde. Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Quel est le rapport coût-bénéfice ? Moi, je suis très ouvert sur cette discussion. Mais ne partons pas du principe que la dépense privée coûte toujours moins cher et est plus efficace. Sur la santé, c'est évidemment pas le cas. Donc, sur l'avenir, on va avoir besoin, selon moi, mais je me trompe peut-être, de continuer ce mouvement historique, effectivement, vers une plus grande égalité, une plus grande socialisation, pour avoir plus d'investissement dans la formation, dans la productivité. Vous savez, la France est un pays qui a des atouts considérables. Aujourd'hui, et votre journaliste le rappelait tout à l'heure, c'est intéressant, les États-Unis, en PIB par habitant, en fait, sont en dessous des autres pays de l'OCDE, si on prend en compte la parité de pouvoir d'achat. Parce que très souvent, ces comparaisons de PIB par habitant sur le soi-disant décrochage français-européen oublient juste de prendre en compte l'indice des prix. C'est juste comme si on comparait l'évolution des salaires en oubliant l'inflation. Quand même un peu grossier comme erreur, mais on l'entend sur toutes les ondes en permanence. C'est très épuisant parce que les parités de pouvoir d'achat, elles sont calculées dans des enquêtes internationales organisées par le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, Eurostat depuis des dizaines d'années. Elles sont disponibles en ligne. Et si vous prenez en compte l'ajustement pour la parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire concrètement, actuellement, le niveau des prix aux États-Unis est tel que, en fait, le taux de change devrait être à 1,50 et pas à 1,10 ou 1,15. C'est-à-dire les prix sont très élevés aux États-Unis, ce qui d'ailleurs a eu des conséquences politiques sur Biden et tout ça. Donc c'est pas un petit détail. Si on prend en compte ce niveau des prix, la France, en PIB par heure travaillée, est à 60 € actuellement par heure travaillée. C'est-à-dire chaque heure de travail en France produit 60 € de PIB. Et c'est exactement le niveau aux États-Unis. C'est exactement le niveau en Suède. C'est le niveau le plus élevé du monde. Donc, il faut arrêter de se flageller en disant, voilà, on fait tout mal, c'est horrible, etc. Il y a des choses qu'on peut améliorer, mais il y a un potentiel en France, en Europe, à condition qu'on investisse notamment dans la formation, dans la santé, dans l'énergie. Et tout ça, oui, je suis désolé, ça demande des ressources publiques. Revenons à la taxe Zucman. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a quand même assez peu de chances pour qu'elle soit adoptée en l'état. Elle a été adoptée par l'Assemblée. Hein. Oui, je sais, mais pas par le Sénat. Pas d'être fait par la suite. Voilà. Voyons voir. Attendez de voir. Pour l'instant, les socialistes posent comme condition la taxe Zucman en disant sinon on censure. En même temps, tout à l'heure, on avait Laurent Baumel qui était invité, qui disait et qui laissait entendre que éventuellement ça pourrait être une version un petit peu édulcorée. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Est-ce que vous dites la taxe Zucman, elle doit être prise telle quelle ou rien du tout parce que sinon ça n'aura aucun intérêt, aucune signification ? Ou alors vous dites ça peut être amendé. Après tout, il y a un mécanisme qui peut être trouvé. Est-ce qu'il peut y avoir un compromis qui peut être trouvé ? Vu le niveau d'endettement public du pays, il faudra aller beaucoup plus loin que la taxe Zucman. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que 20 milliards, il faudra aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous donnez 20 milliards, mais les autres chiffrages sont inférieurs. Hein. Oui, eux, ils disent que par définition, les plus riches peuvent toujours échapper aux 3/4 de l'impôt qu'on leur soumet. Mais les Français moyens aimeraient bien être dans la même situation. Enfin, c'est pas une loi de l'économie ou une loi de la nature que les plus riches arrivent à échapper aux 3/4 de l'impôt qu'on leur soumet. Je vais recommencer mes âneries. Oui. C'est-à-dire, je vais vous redire, vous citez François Ruffin, qui propose lui également qu'on prélève ces gens-là de leurs droits civiques. Est-ce que ça... Le côté climat anti-patron, c'est pas un peu... Non, mais vous allez dire que c'est idiot, je sais. C'est pas du tout une question de personne, c'est uniquement une question d'argent. Vous savez, c'est très simple. Mais c'est bien pour ça que la terminologie... La dignité des personnes n'est pas en jeu. Si vous voulez, quand vous avez 100 milliards... le fait que vous allez vous retrouver avec 98 milliards ou même 80 milliards ou 50 milliards, votre dignité n'est pas en cause. Vous voyez, c'est uniquement une question d'argent. Je vous dis pas les que la terminologie, y compris chez les politiques, quand ils disent « on va prendre dans la poche des plus riches ». Mais c'est vous qui utilisez ces mots. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais je viens de vous imiter un politique, là, c'est très radicalement différent. Vous parlez de menottes, de guillotine. Non, mais là, c'était tout à l'heure. Vous caricaturez, franchement. Non, je dis simplement que les termes choisis et l'ambiance... Écoutez, peut-être... Vous savez, je pense que les Français ne sont pas dupes par rapport à ça. C'est-à-dire, les Français voient bien qu'il y a un enrichissement au sommet dans la société française, qui n'est pas leur revenu à eux, qui n'est pas leur salaire. On est d'accord là-dessus. dur dans ce pays. On est d'accord. Je ne suis pas en train de dire dur. sur le principe que c'est pas bien. Je suis en train de dire que si on dit taxe Zucman ou rien, c'est étrange, et que par ailleurs, les expressions utilisées par un certain nombre de politiques laissent entendre qu'il y a une chasse à ces salauds de riches. Voilà. Mais c'est vous qui dites ça. C'est pas moi. Mais juste, moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans une question vraiment très très concrète. C'est une bête histoire d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un budget, il y a un niveau de dette publique. Je veux dire,
on a déjà vu des niveaux de dette publique comme ça. C'est à peu près le même qu'au moment de la Révolution française. Après, est-ce que c'est rassurant? Pas forcément. Parce que quand vous avez ces niveaux d'endettement public, à un moment, effectivement, vous avez besoin de... Il n'y a que des solutions assez exceptionnelles qui peuvent permettre de régler ce genre de problème. Et ceux qui disent on va s'en sortir tranquillement en augmentant les impôts de tous les Français, en réduisant les dépenses publiques dont bénéficient tous les Français, je pense que juste ça ne marchera pas. Donc là, le gouvernement, concrètement, doit faire le choix s'il veut gouverner avec la gauche ou gouverner avec la droite, et en particulier avec le RN. C'est-à-dire que actuellement dans le pays, vous avez en gros deux grands discours. Il y a un discours donc plutôt à gauche qui va être de dire on peut mettre à contribution les plus riches, et un autre discours plutôt à droite qui est de dire non, il y a plein de dépenses publiques inutiles, notamment du côté des immigrés, de l'aide médicale d'État, etc. Bon, en fait, c'est 1 milliard, ça va pas les amener très loin, mais qu'importe. Mais où il y a plein de fonctionnaires inutiles, il y a plein d'assistanats, etc. Bon, en gros, plutôt du côté des pauvres et des dépenses publiques. Moi, je pense que les milliards ne seront pas là. Mais à la limite, il faut donner une chance aussi à cette tentative-là. Moi, je trouve qu'elle a déjà eu beaucoup de tentatives et que ça n'a pas très bien marché. Mais continuons. Mais juste choisissons. C'est-à-dire cette façon de se maintenir au pouvoir avec un bloc central qui refuse d'aller soit vers la gauche, soit vers la droite, c'est juste une perte de temps. Parce que d'un point de vue démocratique, on a besoin... Les Français qu'il n'y a pas le choix, ont besoin... Ou alors on dissout. Non, ça marche pas. Mais c'est les Français aussi qui refusent de choisir avec cette tripartition. Non, mais je pense que c'est le résultat des urnes. Je pense que les Français auraient beaucoup plus de clarté démocratique en ayant un choix clair de gouverner avec la gauche, de gouverner avec la droite, et je crois qu'on va en arriver là très vite. Merci beaucoup Thomas Piketty. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Ce que l'égalité veut dire. Conversation avec le philosophe américain Michael Sandel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur France Info.